Chevy is called the heartbeat of America for a reason. With SUVs made to move with your rhythm. The versatile Equinox tackles your entire day. The spacious Traverse fits your crew and your whole weekend. And Trax brings style with value you can count on. All infused with tech that has your back. So your drive always hits the right chord. Chevrolet. Together, let's drive. Salut tout le monde, bienvenue au 28e épisode spécial pour vous les personnes abonnées du podcast. Merci encore une fois pour votre soutien, c'est vraiment apprécié. Et aujourd'hui, pour votre épisode, je réponds à 5 personnes qui m'ont écrit des questions. Première question vient de Vincent. Bonjour, je viens de commencer à suivre ton podcast. J'ai déjà écouté les 15 premiers épisodes et chaque fois que je fais le trajet de la maison au cégep, je t'écoute. Ma question est la suivante. Je ne suis pas certain de comprendre le PGLM. C'est un produit qui est offert par la Banque Desjardins et j'aimerais savoir, mis à part le fait que tu ne peux pas sortir ton argent n'importe quand, si je devais prioriser les FNB ou si les rendements sont similaires. Merci beaucoup pour ton podcast. Il m'a permis d'apprécier encore plus le monde complexe de la finance. Ma réponse à Vincent, salut, j'ai parlé 2-3 fois des PGLM dans les épisodes des abonnés. Ça s'appelle aussi des billets structurés ou plein d'autres noms là, pour rendre ça compliqué. Va voir l'épisode 91. Pour moi, c'est pas des produits intéressants, sauf si c'est la partie safe, sécuritaire là, de ton portefeuille et que tu n'as pas besoin de cet argent-là avant la fin du terme. Là. Donc, exemple, si tu es 60-40 et que tu as 10 000 à investir, ben, tu pourrais mettre 6 000 dans un FNB 100% action puis 4 000 là-dedans. Les FNB te conviennent assurément si tu en as besoin selon ton profil. Là. Et ce sont pour moi les meilleurs produits. Il suffit d'en prendre un justement qui respecte là, ta répartition souhaitée et d'y mettre l'argent que tu n'as pas besoin à court terme. Ça, c'est la règle d'or anyway. Et de te garder un fonds d'urgence et de roulement ailleurs pour tes dépenses urgences. Donc, pour moi, les FNB sont de meilleurs produits que les PGLM. Par contre, en fait, en plus, même si tu as besoin, exemple, du 4000 le plus sécuritaire, ce qui est dommage, c'est qu'il n'est pas accessible du tout. Donc, tant qu'à mettre ça dans un PGLM, je mettrais ça dans un FNB comme ZMMK qui te permet de faire du 3,5-4% comme les PGLM, mais qui en plus est accessible en tout temps. Donc, pour moi, ce ne sont pas des produits là, qui m'intéressent et j'en ai parlé quelques fois. Deuxième question, une question de Kim, elle est longue, je vous la lis. Bonjour, premièrement, félicitations pour ton podcast. Je me permets de te tutoyer si ça te convient. Je suis rendu à l'épisode 25 seulement, malgré que j'en écoute 4-5 par semaine. C'est une belle découverte pour moi. Malgré tout, ça va pas assez vite et je me permets donc de t'écrire pour avoir des réponses à mes questions. Je commence par faire un bref résumé de ma situation. Ça pourrait être aidant dans des lectures à suggérer ou les réponses à mes questions. Donc, elle a 44 ans. Elle a 44 ans. Elle vit seule, sans conjoint ni pension. Elle a un enfant de 22 ans en appartement avec un bon emploi. Les études ont été payées. Bravo. Maison de valeur 325 000, finie d'être payée en 2020. Voiture 2024 qui a été payée cash, valeur à peu près 42 000 $ au moment où elle m'a écrit en 2023. Aucune dette, toujours payé ses cartes de crédit. Elle a un statut employé là, dans le domaine de la santé, revenu brut de 77 000 sans compter le temps supplémentaire qui est aléatoire. Elle a un régime de retraite à prestations déterminées. Un REER actuel avec 22 000 $. Elle est travailleuse autonome également dans le domaine là, des voyages avec un petit revenu. Elle a lu plusieurs livres, Liberté 45, elle investit de 0 à millionnaire, en as-tu vraiment besoin? 100 trucs pour épargner. Elle a écouté quelques webinaires sur Disnat. Elle a 40 000 $ épargnés. 15 000 $ en bourse dans son CELI sur Disnat, dans VGRO, qui est 80-20. Et elle croit que les FNB à croissance, le 80-20, correspondent à son profil. Donc, elle se pose des questions suivantes. 1. Est-ce que c'est mieux d'avoir plusieurs FNB ou un seul parce qu'il reste encore 25 000 $ à investir? Il y a des nouveaux FNB Desjardins depuis avril. Est-ce que j'en parle dans un de mes podcasts? Elle aimerait avoir mon opinion sur les FNB Desjardins. Comment faire pour faire des investissements automatiques sur Disnat? Est-ce qu'elle doit faire des virements automatiques aux 2 semaines dans son accédé vers son Disnat et ensuite placer des achats d'actions manuellement ou ça peut se faire automatique? Elle me demande ensuite, on dit souvent que c'est mieux de ne pas attendre pour investir, mais quand je regarde la montée fulgurante de l'indice boursier suite aux élections, on est en 2023 quand elle m'a écrit, elle dit, j'ai le goût d'attendre encore quelques jours, voire quelques semaines. Ai-je raison de faire ça? Y a-t-il un livre de pas à pas sur le courtage en ligne et non sur les stratégies d'analyse car ça ne m'intéresse pas du tout? Je veux juste investir et attendre sans me casser la tête. Merci d'avance. Donc, après tout ça, je remerciais Kim pour ses bons mots. Puis je disais que j'allais la décevoir, mais je reçois maintenant des dizaines de messages par jour, ce qui fait en sorte que je dois référer les gens là, qui ont plusieurs questions
dont certaines là, qui demandent des recherches à mes services d'accompagnement. Donc, je pense qu'une rencontre là, de 60 minutes aurait pu l'aider beaucoup. Puis c'est beaucoup plus rapide par écrit pour moi là, que de répondre à tout le monde là, des romans là, par message. J'ai offert quand même quelques réponses rapido là, qui ne me prenaient pas trop de recherche. Je répondais malheureusement qu'il n'y a aucun livre clair sur comment investir dans un compte de courtage. C'est presque 25% de ce que je fais en accompagnement. Donc, elle dit qu'elle a lu le livre qui va plus loin avec des images. Pour moi, c'est le livre Elle investit. Ensuite, je disais de ne jamais attendre pour investir. Il faut juste avoir une stratégie claire. Moi, c'est le dernier vendredi de chaque mois, peu importe ce qui arrive pendant le mois ou juste avant le dernier vendredi. J'investis toute mon encaisse à la fin de chaque mois sans me poser de questions. Sinon, on commence à essayer de timer le marché. C'est là que les émotions embarquent, puis on perd plus souvent qu'autrement, statistiquement, à ce jeu-là. Et enfin, le plus simple pour les virements automatiques, c'est le paiement de facture avec ton numéro de compte sur Desjardins. En fait, de ton accéder à ton Disnat ou peu importe, là, de n'importe quelle banque vers ton Disnat avec un paiement de facture. Tu peux donc choisir la fréquence et les montants de ces virements-là, puis les changer quand tu veux. Par contre, une fois que l'argent est rendu sur Disnat, tu ne peux pas l'investir de façon automatique. En fait, tu peux faire des achats là, d'avance selon différentes options, mais c'est un peu compliqué, puis il faut que tu fasses l'achat manuellement. Là, c'est ça la façon de faire habituellement. Donc, la réponse facile, c'est non, tu ne peux pas faire d'achat automatique sur Disnat comme tu pourrais faire avec un robot conseiller, par exemple. Donc, je disais merci à Kim, désolé de ne pas avoir répondu à tout, mais c'était pour vous montrer aussi aux personnes qui écoutent là, que je peux pas répondre à des romans comme ça. Maintenant, là, je reçois une quinzaine de messages par semaine. J'ai pas le temps d'écrire des réponses d'une demi-heure à chaque fois, malheureusement. Question 3 pour Achat. Allô, j'ai quelques questions. Je suis très près de la moitié des podcasts écoutés et wow, je pourrais te faire un roman, mais en gros, ça a changé ma vie financière. Peut-être que tu y réponds plus tard, mais pourquoi j'ai occupé dans ton RE? Sinon, pourquoi tu as dû exécuter dans ton CELI, mais pas dans ton REER? Merci encore pour ton incroyable podcast. Salut Achat, merci pour tes bons mots. J'ai pas exécuté dans mon CELI, j'utilise plutôt 4 FNB là, qui reproduisent sensiblement exécuté, mais ça me donne plus de flexibilité dans ce que je veux faire avec chacun des FNB. Donc, je veux savoir un petit peu plus d'Américains, un peu moins de Canadiens, et ça diminue un peu mes frais de gestion en plus. C'est vraiment pas essentiel de faire ça parce que ça demande un peu plus de travail, mais moi, je triple là-dessus, donc c'est pas un problème. Dans tous les cas, XEQT fait amplement le travail et c'est pour ça que c'est le seul FNB que ma blonde utilise dans tous ses comptes. Dans Montréal, c'est le même principe que XEQT, mais il est en US. Donc, c'est des FNB qui reproduisent un tout en un peu comme XEQT, mais j'ai 4 FNB pour les petites capitalisations, grandes capitalisations, internationales qui incluent le Canada et marché émergent. Pourquoi j'ai GEQT au lieu d'XEQT dans le RE? J'ai les deux en fait, mais c'est parce que je voulais offrir à mes filles un produit plus ESG pour le RE, mais je me suis dit finalement que 50-50 avec XEQT, ça serait mieux pour diversifier. Mais en fait, même pas pour diversifier, juste parce que XEQT a plus de volume que GEQT, ça me stressait moins. Mais c'est une erreur, là, ça sert à rien, c'est trop de doublons. J'aurais dû cibler un ou l'autre, puis faire un choix après avoir regardé c'est quoi les compagnies qui composent chacun des FNB. Dans le fond, XEQT ou GEQT aurait fait la job là, dans le RE de mes filles. Pas besoin d'avoir les deux du tout. Question 4, Stéphane. Salut, on parle souvent d'investir sur le long terme, mais je me posais la question à savoir si tu as déjà vu un livre qui parle de comment gérer ses FNB quand on approche du début du décaissement. À 20 ans, on y va avec des XEQT ou ce style-là, par exemple, mais rendu à 55, on fait quoi? Bref, je trouve plein de références sur le long terme, mais comment gérer la dernière phase, j'ai pas vu grand-chose à ce sujet-là. Salut Stéphane. Le décaissement à la retraite, là, c'est complexe. C'est l'un des deux moments, selon moi, où c'est vraiment pertinent de payer un professionnel si on est moins confortable. L'autre moment, c'est lorsqu'on élabore le plan d'investissement dans notre début de carrière d'investisseur. J'ai rien lu de spécifique sur le sujet, probablement parce que c'est pas encore un sujet là, qui me touche vraiment. Peut-être que j'ai pas ciblé des livres qui en parlent. Je te réponds rapidement ici, là, mais sache que j'ai noté ta question et je vais peut-être faire un épisode spécial là, dans les prochains mois, prochaines années sur le sujet lorsque je vais avoir davantage lu là-dessus. Là, parce que je trouve aussi que c'est un sujet qui est peu abordé. Puis l'épisode va arriver l'année prochaine là, parce qu'il est loin sur ma liste, mais j'ai lu un livre. En fait, il est loin dans ma préparation d'épisode. Mais j'ai lu un livre lors de mes dernières vacances qui parlait quand même là, de la retraite. Fait que j'ai bien hâte de vous le résumer. En même temps, je comprends que ce soit peu abordé dans des livres parce que ça dépend tellement de chaque situation, la retraite, là. Alors que d'investir dans un FNB pendant 30 ans, lors de la phase d'accumulation, ça peut convenir à peu près là, à tout le monde si ta répartition fit avec le FNB que tu as choisi. En gros, il y a 3 choses que je retiens de mes lectures jusqu'à maintenant, même si c'est pas grand-chose. 1,
avoir un taux de décaissement autour de 3,7 là. Actuellement, on dit 4 mais on a vu que entre 2,7 et 3,7, c'était beaucoup plus sécuritaire. Donc, chaque année, tu pourrais sortir 3,7 de ton capital sans avoir peur de l'épuiser avant ta mort. Deuxième élément que j'ai retenu, avoir un FNB 60 actions internationales et un FNB 40 d'obligations canadiennes tout au long de ton décaissement semblerait être le meilleur produit à avoir. Par contre, j'ai écouté un podcast récemment, ça fait 2-3 fois que je le dis, là, qui dit peut-être que finalement, la meilleure répartition, ça serait 100% actions. Mais pour l'instant, je ne peux pas encore confirmer ça. Et troisième chose que je retenais, ben, c'est respecter un ordre là, pour décaisser les revenus à la retraite. Donc, on commence par tout ce qui est régime des rentes, ensuite pension de vieillesse, ensuite dividendes, intérêts des comptes non enregistrés, ensuite le REER selon ton taux d'imposition, tu retires ce que tu as besoin pour tes dépenses. On en retire le plus possible, en fait, là, du REER pour être le moins pénalisé possible. Ensuite, le non enregistré ou le CELI pour tes autres besoins sans être trop imposé. Donc voilà ma réponse rapide et incomplète là, avec ce que je retiens depuis le début de mes lectures, mais sache que j'ai mis ça sur ma liste, essayer de trouver des livres qui parlent un peu plus de retraite. J'espère que c'est possible, là, sachant que la situation dans laquelle tu te trouves impacte tellement les décisions qui doivent être prises. C'est pour ça que pour moi, c'est important, là, si tu as 55 ans, d'aller voir un professionnel payé à l'heure pour qu'il te fasse un plan de décaissement selon ta situation. Dernière question avec Mario, maintenant la question 5. Donc, j'ai répondu à Mario directement dans son message en rouge. Donc, je vous lis son message, puis je vais répondre tout de suite au fur et à mesure. Donc, Mario m'a écrit « Bonjour, j'espère que ça va bien. Je ne sais pas si ces questions auraient déjà été répondues dans un autre podcast. Tu peux me référer si c'est le cas. Mais avec la flambée des prix de la crypto, je me pose des questions sur mon portfolio. » Donc, les questions que je vous lis, là, c'était à peu près en 2023. Là, fait que c'est pas le mois passé non plus. Bientôt, je vais rattraper les questions que j'ai reçues, puis on va être plus à jour, mais là, c'est pas le cas encore. Je sais que vous avez 5% de votre portefeuille en Bitcoin. C'est à peu près ça que je pense faire. J'ai un long horizon devant moi. Je viens d'avoir 30 ans. Par contre, mis à part quelques heures sur Google, je connais pas encore bien ça. Je comprends pas encore l'utilité de la crypto sur le long terme. À ce moment-là, je répondais à Mario, attention, quand on se pose des questions pour embarquer dans une vague alors qu'elle est déjà en cours, c'est souvent trop tard. Bon, ma réponse, on le voit, elle était pas bonne. Avec le Bitcoin, ça continue à monter, mais ça avait descendu encore après le message à Mario. Sinon, il me dit, ben j'y disais, l'épisode 98, là, avec Anthony Lewis, The Basics of Bitcoins and Blockchains. Je parlais un peu du Bitcoin puis de la crypto. Puis je l'ai refait également dans l'épisode 100 là, avec The Bitcoin Standard. Il y a aussi David Saint-Onge au Québec qui écrit beaucoup sur le Bitcoin. Donc, le titre de son livre, là, je pense, c'est Tout sur le Bitcoin, le comprendre et l'utiliser ou quelque chose comme ça. Paraît qu'il est quand même bon, ce livre-là. Je ne l'ai pas encore lu. Il faudrait bien que je le fasse à m'amener. Sinon, j'ai surtout écouté plusieurs heures de vidéos YouTube pour mieux comprendre le Bitcoin. Le danger avec les livres ou les vidéos sur le Bitcoin sont souvent très peu nuancés, là. C'est un thème qui est très polarisant. Donc, les gens sont soit 100% pour ou 100% contre. Il faut donc varier tes sources avec lesquelles tu vas t'informer puis exercer ton jugement critique pour voir ben, où est-ce que tu te situes parmi toutes ces opinions-là. Là. Donc, première question, c'était quel livre ou épisode de podcast est-ce que j'y conseillerais pour s'éduquer? Donc, j'y disais, ben, voir ma réponse plus haut. Là. Il y a 2 livres que j'ai résumés, épisode 98 et 100, plus celui de David Saint-Onge. Sinon, il y a des vidéos YouTube, etc. Il y a des podcasts juste sur le Bitcoin en anglais, surtout. Mais après un épisode, je voyais aucune nuance. Là. C'est tout le temps... Quand j'écoute ces épisodes-là, c'est tout le temps des gens genre craqués sur le Bitcoin, puis ils ont juste un côté de la médaille, puis ça, j'aime moins ça quand écouter des podcasts comme ça. L'autre question, c'est quoi ma perspective? Pourquoi j'ai investi dans le Bitcoin? C'est quoi le potentiel à long terme que j'ai vu? Pour moi, là, c'est juste un potentiel de diversification. Pour moi, la crypto, c'est une catégorie d'actifs que j'avais pas. Donc, je suis confortable d'y accorder 5% de mon CELI. Puis bientôt, là, l'épisode va sortir avant le bilan. Donc, vous allez voir dans mon prochain bilan qui va être spécifique à vous, les personnes abonnées. Vous allez voir que j'ai augmenté un petit peu ma répartition de Bitcoin. Là, je pense que ça tourne autour de 8%, mais vous allez le voir dans le prochain bilan. Il me dit qu'il y a tellement de crypto-monnaies sur le marché, Bitcoin, XRP, Ethereum, etc. Comment choisir? Je disais que si je peux être un peu plus clair, là, les 2 principales que j'ai entendues, c'est le Bitcoin et l'Ethereum, surtout le Bitcoin. Donc, selon ma compréhension, là, ce serait judicieux d'investir seulement dans l'une ou l'autre de ces 2 cryptos-là, ou les 2. Éviter toutes les autres là, qui sont plutôt spéculatives. Donc, pour moi, si tu investis à long terme, c'est une de ces 2-là, idéalement le Bitcoin. Si tu investis pour du day trading, du swing, peu importe, ben là, tu peux aller t'amuser dans d'autres crypto-monnaies si tu veux, mais c'est à tes risques et périls. Enfin, Mario m'écrit, la volatilité, ça me fait pas peur. Néanmoins, pour les actions, je peux me dire, durant les moins bons moments, que j'achète des compagnies qui génèrent des profits.
Je sais pas sur quoi je pourrais m'accrocher si j'investis pendant 4 ans dans une crypto et sa valeur augmente jamais. Ben là, je disais, tu as peut-être un bout de ta réponse. Tu dois t'informer avant pour comprendre la crypto, sinon tu vas vendre quand ça va descendre. Surtout, tu dois y accorder un pourcentage qui répond à ton profil et à tes croyances. Pour l'instant, 5%, c'est peut-être trop pour toi. Je le sais pas. Tu es le mieux placé pour connaître la réponse, mais si tu dis qu'il n'y a pas de profit pendant 4 ans, tu vas vendre, peut-être que tu n'es pas prêt à investir dans la crypto. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Les 5 réponses que j'avais à donner. Merci encore pour votre soutien, puis on se voit mardi prochain pour l'épisode régulier. Ciao, ciao. A burst pipe, a dead water heater, the AC calling it quits. Who do you call? HomeServe is an easy way to handle unexpected home repairs with plans covering stuff basic homeowners insurance usually won't. Instead of scrambling for a contractor, you make one call to get the repair process started. Join the millions of customers who trust HomeServe right now. Go to homeserve.com/podcast for 50% less your first year. That's homeserve.com/podcast. Savings compared to renewal price. Void in Florida.